Le journal Sacha Elbaz. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de la mi-journée d'IDFM Radio Anguin. Au sommaire de ce jeudi 28 janvier 2016, nous recevrons la maire communiste de Gentilly, Patricia Torgman. Ce soir à 19h, la ville organise une réunion publique dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Objet de la réunion, imaginez la ville de demain. Nous en parlerons avec elle dans l'interview politique de 12h20. Également de ce journal, l'actualité locale et régionale comme chaque jour avec le Val d'Oise qui n'échappe pas à la forte hausse du chômage en 2015. Après les manifestations des taxis, des élèves manifestent pour une maîtresse plus gentille. Un conseil municipal a dégénéré dans l'Oise, nous en parlerons dans un instant. Comme chaque jeudi, la revue de presse, cette fois-ci avec Jean-François Dupaquier. Et puis nous ferons également un point sur la météo, peut-être quelques éclaircies sont à prévoir en fin d'après-midi. Puis nous parlerons des verreries Schneider qui seront bientôt exposées à l'espace culturel d'Épinay-sur-Seine. Quelles pièces les visiteurs pourront-ils admirer ? Quel héritage les frères Schneider ont-ils laissé à Épinay-sur-Seine ? Toutes les réponses lors de notre coup de cœur du jour à 12h45. Enfin, n'oubliez pas de réagir pendant votre journal sur la page Facebook IDFM Radio Anguin, sur Twitter avec le hashtag IDFM et sur le live depuis le site idfm98.fr. Et on commence tout de suite avec l'actualité locale et régionale. Jean-François, bonjour. Forte augmentation du nombre de chômeurs dans le Val d'Oise en 2015. Bonjour Sacha, effectivement, 5030 chômeurs de plus entre décembre 2014 et décembre 2015. En cette fatidique année 2015, on a dépassé le chiffre emblématique de 100 000 chômeurs dans le Val d'Oise. Donc 102 000 personnes aujourd'hui qui recherchent un emploi, avec notamment 410 chômeurs de plus en un seul mois, entre novembre et décembre 2015. Le chômage des seniors a le plus souffert de cette hausse, celui des moins de 25 ans ayant légèrement diminué. Coralie, le conseil municipal de la ville de Lamorlaye dans l'Oise a dégénéré. Bonjour Sacha, bonjour à tous. C'est une habitude dans la ville de Lamorlaye dans l'Oise. Les conseils municipaux sont toujours hauts en couleur et celui de mardi n'a pas échappé à la règle. Réunis en séance exceptionnelle, un tiers de ce conseil, soit 13 élus, devait examiner une motion tout aussi exceptionnelle. Infliger un blâme à la maire Nicole Ladurel d'hiver droite en raison de son comportement. Contrainte de réunir l'Assemblée, la maire a néanmoins écourté la séance, arguant que cette motion n'était pas suffisante pour constituer un ordre du jour. Les élus ont alors crié au scandale. Coup du sort, les lumières s'éteignent. La salle est alors plongée dans le noir par intermittence. Puis la gendarmerie intervient et fait évacuer la salle. La maire de Lamorlaye prend alors la fuite. Ce n'est pourtant que partie remise. Bien particulier ces conseils municipaux à Lamorlaye. Les élèves de l'école de Pantin ont manifesté pour une maîtresse plus gentille. Racontez-nous, Coralie. L'école Paul Langevin, située à Pantin, a vu 27 élèves de CE2 manifester pour avoir une maîtresse plus gentille. La classe est sans professeur depuis vendredi dernier. Les parents d'élèves se sont joints à la manifestation en bloquant l'école hier mercredi. Depuis la rentrée de septembre, les élèves ont vu passer remplaçantes, mais aussi professeurs absents. Ce qui les a le plus choqués, 2 enseignantes aux méthodes particulières. Selon les témoignages des enfants relayés par leurs parents, la première maîtresse lançait des craies sur les élèves, leur écrivait dessus avec d'autres craies, faisait crisser ses ongles sur le tableau pour avoir le silence. La deuxième a mis en place un cahier pour critiquer ses camarades. Les lettres des parents d'élèves auprès de la direction de l'école sont restées sans réponse. Une solution devrait être présentée ce jeudi soir. J'aurais pas aimé la voir comme maîtresse, hein. Non plus. Alors, les salariés de la clinique de Bourg-la-Reine dépités après l'audience du tribunal. Bonjour Sacha, forte Antoine. émotion à la sortie du tribunal de Nanterre hier. Les 69 salariés de la clinique Ambroise Paré espéraient que l'agence régionale de santé, l'ARS, se prononcerait sur le maintien de l'autorisation de pratiquer la chirurgie. Cet aval était la condition sine qua non pour que l'établissement soit racheté, sauf que l'agence ne s'est pas décidée. Le tribunal rendra sa décision demain. Un maigre espoir subsiste. L'ARS reçoit les maires de Sceaux, Bagneux et Bourg-la-Reine le 2 février.
Antoine, la forêt du Grand Paris reste à l'état de projet. La forêt du Grand Paris, située dans la plaine polluée de Pierre-Laye, ne compte pour l'instant qu'un seul et unique arbre. Cela risque de durer. Trop de questions restent en suspens et empêchent l'avancement du projet. Et une des plus importantes concerne l'acquisition des 10 000 parcelles de terrain qui serviront à planter cette forêt. Cela fait 5 ans que le projet est en cours et l'espace est devenu une décharge pour les bricoleurs du dimanche et les travailleurs au noir. La pierre d'achoppement reste le financement de cette forêt. Certains élus souhaiteraient voir la taxe du pollueur-payeur s'appliquer, c'est-à-dire que les collectivités qui ont utilisé la plaine de Pierre-Laye comme exutoire pour l'assainissement payent une redevance, mais au final, ce sera à la mairie de Paris qui tranchera. On suivra ça de très près. Arthur, bonjour. Le Petit Cambodge, restaurant qui avait été frappé par les attentats, va ouvrir un nouveau restaurant. Bonjour Sacha. Tristement célèbre pour avoir été la cible des terroristes le 13 novembre 2015, le Petit Cambodge ouvre un restaurant de l'autre côté du canal Saint-Martin. L'inauguration a eu lieu hier, mercredi, aux 4 rue Beaurepaire. Cette nouvelle adresse comportera quelques tables, mais sera consacrée à la restauration rapide et à la vente à emporter. Rappelons que 14 personnes ont été tuées sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon lors des attentats du 13 novembre. Arthur, à Herblay, une nouvelle ligne de bus est prévue pour février. Le 2 février prochain, Citéval, le nouveau service de transport urbain sur la commune d'Herblay, va officiellement remplacer Citébus. Objectif affiché, assurer la desserte de nouveaux quartiers et proposer des itinéraires pour tous les besoins. La ligne, assurée par les cars Lacroix, desservira désormais tous les quartiers de la ville. Au départ de la place de la Libération, elle proposera 2 circuits à partir du 2 février 2016. Le circuit nord, par une large boucle de 7,6 km, reliera d'est en ouest les courtes terres et le quartier de la Tuile à l'Épinaimerie en passant par les cimetières et notamment la bibliothèque. Soit au total 16 arrêts, parcourus en près de 27 minutes et un passage toutes les 30 minutes. Le circuit sud, assuré par un second véhicule, démarra également place de la Libération, créant une connexion entre les 2 itinéraires. Coralie, bonjour. Enghien-les-Bains accueille le réalisateur des effets spéciaux de Star Wars. C'est énorme. Bonjour Sacha, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains accueille le festival du Paris Image Digital Summit à partir de ce jeudi. Et l'invité d'honneur n'est autre que Denis Muren. Si vous cherchez sur les génériques de Star Wars, E.T. ou encore Jurassic Park, vous finirez par le trouver, car il n'est autre que celui qui a réalisé les effets spéciaux de ces films. À l'occasion du festival, Denis Muren recevra le prix du génie d'honneur. Il donnera aussi une masterclass au cours de laquelle il reviendra sur les temps forts de sa carrière. Le festival se déroule d'aujourd'hui à samedi au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, 12-16 rue de la Libération à Enghien. Des passes sont disponibles pour la journée à 22 €. Un médicament contre les préjugés et les idées reçues commercialisé à Soisy-sur-Seine. Le Préjugix 200 mg est un médicament contre les préjugés et les idées reçues. Et ce traitement est commercialisé pour la première fois en Île-de-France et plus précisément à Soisy-sur-Seine. Le Préjugix se commercialise sous la forme de sirop, disponible sans ordonnance. Mais malgré sa forme, ce médicament ne s'absorbe pas. Mais alors, qu'y a-t-il dans ces boîtes ? De petits rouleaux de papier qui résument certains clichés et leurs conséquences. Aucun effet indésirable, mais tolérance, respect et ouverture seront les symptômes de guérison. Dans un instant, nous recevrons Patricia Torgman, maire communiste de Gentilly. Nous reviendrons avec elle sur la réunion publique organisée ce soir pour imaginer la ville de demain. A tout de suite sur IDFM. En Île-de-France, écoutez IDFM sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous. De retour en direct sur IDFM Radio Enghien pour la suite du journal de la mi-journée. Réagissez pendant votre journal sur la page Facebook IDFM Radio Enghien, sur Twitter avec le hashtag IDFM et sur le live depuis le site idfm98.fr. Ce soir, la ville de Gentilly dans le Val-de-Marne organise une réunion publique et sollicite ses habitants pour imaginer la ville future. Pour en parler, nous recevrons aujourd'hui Patricia Torgman, la maire communiste de la ville. Bonjour Patricia Torgman. Bonjour. En quoi vont consister ces assises précisément ? Écoutez, en quoi vont consister ces assises ? Qu'est-ce qui se passera ce soir ? Il se passera ce soir que nous allons, fin juin de l'année dernière, nous avions lancé les assises. Et ce soir, nous allons leur donner forme concrète. Nous avons invité très largement. On a même décidé cette année de ne pas faire les vœux traditionnels. Nous avons pensé que
la situation, ce qui s'est produit en 2015 avec ces affreux attentats, ce qui se produit aujourd'hui avec des évolutions, on va dire un peu chaotiques pour les collectivités, création de la métropole, du Grand Paris. Oui, alors vous allez visiblement profiter des assises de ce soir pour présenter vos vœux à la population. Est-ce que vous avez supprimé la cérémonie des vœux en elle-même pour le symbole ou vraiment pour réaliser des économies ? Écoutez, on a voulu en fait réaliser des économies. Évidemment, c'est quelque chose qui est indispensable. Ça coûtait combien à peu près à Gentilly ? On nous retire toutes nos dotations, si vous voulez, c'est indispensable. Vous dire exactement combien ça coûtait, c'était jamais de la dépense, on va dire, pour rien. C'était une soirée très fraternelle. On la refera l'année prochaine. On a simplement voulu tout miser sur cette soirée des assises. Voilà. Donc c'est moins une question d'économie qu'une question d'envie de voir les choses un peu autrement. Ce début d'année, d'inviter toute la population et pas seulement les acteurs associatifs, sociaux, économiques, d'inviter toute la population à engager ensemble ces assises, parce que à Gentilly, nous avons cette habitude, et elle est plutôt bonne finalement, elle s'est avérée plutôt bonne, c'est que depuis longtemps maintenant, mes prédécesseurs faisaient la même chose. Tous les 10 ans, chaque fois que la ville était confrontée à une étape nouvelle, à la création de nouvelles institutions, le besoin pour Gentilly, qui est une petite ville aux portes de Paris, mais qui a une très forte personnalité, le besoin de s'affirmer dans un moment où tout change, tout bouge, tout s'accélère. On a toujours ressenti le besoin de réfléchir, d'imaginer notre avenir. C'est extrêmement important quand tout bouge, quand tout tremble un peu. C'est extrêmement important d'avoir en fait des assises solides, de savoir où l'on va. L'objectif principal de ce soir, c'est quand même de développer la démocratie participative. C'est exactement ça. C'est de mettre la population comme acteur principal pour imaginer l'avenir de sa ville. Nous le faisons sur tous les sujets, nous le faisons sur tous les projets. Il est évident que quand on parle de toute la ville, de l'avenir, il est extrêmement important d'inviter toute la population. Extrêmement important aussi de donner à la population l'envie de participer, parce que vous voyez, c'est pas seulement on va dire des citoyens initiés qui doivent participer, c'est des gens des quartiers, et il faut leur donner envie, sur des formes, avec des formes plutôt engageantes, et puis de croire qu'il est possible d'écrire l'avenir autrement que ce qui nous est imposé. Voilà. Et vous, Patricia Torgeman, vous la voyez comment, la ville de Gentilly de demain ? Écoutez, la ville de Gentilly de demain, je la vois complètement différente de l'environnement institutionnel, social, économique, qui est celui qu'on nous impose dans un monde extrêmement inégalitaire, extrêmement en souffrance. Donc je vois plutôt l'avenir de façon joyeuse, c'est nécessaire quand on voit le désastre par ailleurs. Et donc, Gentilly est une ville qui change beaucoup actuellement depuis plusieurs années, justement. Vous m'avez pas dit concrètement comment vous la voyez. Vous m'avez dit une ville plus joyeuse, mais concrètement au niveau des équipements. Je vais vous dire une ville profondément sociale, une ville profondément inventive au plan de l'écologie, dynamique au plan de sa croissance économique, qui sache. C'est-à-dire, vous allez accueillir des entreprises, vous allez construire... Oui, on l'a déjà fait. Nous avons accueilli, il y a 2 ans, la plus grosse entreprise pharmaceutique à l'échelle mondiale, dans un site qui a totalement été renouvelé, qui est absolument extraordinaire. Nous allons voir arriver une nouvelle gare.
nous avons installé la géothermie, qui est le premier puits géothermique depuis 30 ans en région parisienne. On est une petite ville avec notre commune voisine d'Arcueil. Nous sommes des petites villes, mais qui construisons de très gros projets. Alors, effectivement, comment je la vois ? Je la vois être en capacité non seulement de bouger, de se transformer, d'être une ville à la hauteur des défis d'aujourd'hui, à tout point de vue, mais d'être une ville aussi qui sache, avec une population dont la majeure partie est de conditions modestes, aux portes de Paris, d'une population qui soit à l'envers, je dirais, du cours de l'histoire, de rejeter toujours plus loin les personnes de catégorie modeste, au contraire, qui soient aux portes de Paris, dans cette métropole, qui sont en première classe. Patricia Torgeman, fin décembre, vous étiez en conflit avec votre ville voisine du Kremlin, Bicêtre, au sujet des places de stationnement. Vous avez saisi d'ailleurs le préfet pour une redéfinition des frontières. Où est-ce que cela en est ? C'est une broutille déjà, c'est une broutille. Les quotidiens en ont fait des gorges chaudes, mais nous sommes avec notre voisin. J'ai saisi le préfet quand même, c'est pas rien. En totale coopération. Il s'agit tout simplement d'une limite administrative qui remonte à il y a très 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 longtemps, avant que l'autoroute vienne réaliser une tranchée entre nos deux communes et réalise en quelque sorte une frontière quasi naturelle. Quand nous avons obtenu la couverture de cette autoroute, encore un gros projet, nous allons poursuivre, nous sommes entourés d'autoroutes, de périphériques qui nous ont tranché, qui nous ont pollué, on va continuer à couvrir. Quand nous avons couvert cette autoroute, en fait, la ville du Kremlin-Bicêtre avait passé une convention avec une société délégataire du stationnement, du plan local de stationnement. La société a regardé sur une carte où allait la limite administrative du Kremlin-Bicêtre. Il se trouve qu'elle dépassait légèrement Donc c'est réglé. Sur le territoire de Gentilly. Donc j'ai sollicité le préfet pour qu'on redéfinisse les limites. Ça n'enlève rien au Kremlin-Bicêtre et puis ça rajoute de la simplicité pour les Gentilliens. Voilà. Les locaux de l'association Les Clowns de Gentilly en Folise ont été saccagés dernièrement, fin décembre. Est-ce que vous avez apporté votre soutien à la présidente Lydia Liedo ? Et si oui, comment ? C'est franchement un saccage totalement écœurant, qui n'a pas, à mon avis, qui n'a aucun sens, qui n'a aucune volonté autre chose que certainement un acte totalement abruti. Ils ont dû penser certainement vouloir voler des choses, sauf que les clowns en folie, c'était des jouets pour les enfants. Et donc, bien sûr que nous avons apporté notre soutien. C'est une association de la ville. Voilà ce dont Gentilly et s'enorgueillit est capable de faire. C'est évidemment d'avoir des associations qui sont extrêmement solidaires, puisque c'est une association qui travaille pour les enfants malades, qui est exceptionnelle. Donc c'est normal qu'une ville comme la nôtre, aussi fraternelle et solidaire, apporte le soutien à réparer les dégâts de quelques abrutis. Merci Patricia Torgeman. Je rappelle que vous êtes la maire communiste de la ville de Gentilly et que ce soir vous organisez au sein de la salle des fêtes de l'hôtel de ville une réunion publique pour inciter les habitants à imaginer leur ville de demain. Dans 2 minutes sur IDFM, on poursuit notre édition avec la revue de presse hebdomadaire assurée aujourd'hui par Jean-François Dupaquier et évidemment, à mon avis, consacrée au départ de Christiane Taubira. Je vois le Parisien sur sa table avec au revoir la gauche. Au revoir Christiane Taubira. Nous en parlerons dans un instant. Et puis notre coup de cœur du jour, nous évoquerons l'exposition qui aura lieu au mois de février à l'espace culturel d'Épinay-sur-Seine. Les plus belles verreries signées Schneider seront visibles pour les spinaciens et autres amateurs d'art nouveau. Pour en parler, nous recevrons la directrice des relations publiques d'Épinay-sur-Seine, Agnès Thiano. À tout de suite sur IDFM. IDFM 98 FM, la plus francilienne des radios. La plus francilienne des radios sur 98 FM.
Midi 32 sur IDFM, vous écoutez le journal de la mi-journée. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à ce journal interactif sur les réseaux sociaux avec le hashtag IDFM, sur le live depuis le site idfm98.fr que vous connaissez bien, ou depuis notre page Facebook IDFM Radio Anguin. Jean-François, quoi de neuf dans l'actualité locale et nationale aujourd'hui ? J'aurais aimé vous étonner, Sacha, en ne vous parlant pas de Christiane Taubira de sa démission, mais c'est évidemment une sorte d'éruption volcanique qui sera sûrement analysée dans les écoles de journalisme, parce que voilà un événement qui n'est pas un événement, puisqu'on en parlait depuis des mois. Et la presse de ce matin, alors que tout le monde a été au courant depuis hier matin, parce que tout le monde écoute Radio Anguin, peut-être accessoirement d'autres radios, et tout le monde le savait, alors c'est un événement, c'est un scoop qu'on fait donc avec du vieux, et c'est encore une fois une sorte d'exercice d'école. Alors la presse analyse avec donc quelques heures de recul cet événement, chacun à sa façon. On ne s'attendait pas à des larmes de crocodile au Figaro, donc un titre très neutre. La démission de Taubira aggrave la fracture à gauche. C'est un petit peu aussi ce que dit l'Opinion, qui est le quotidien libéral que l'on sait. La gauche, peau de chagrin. On s'attendait quand même, de la part de Libération, à une petite larme. Pas de larme à Libération, parce qu'on est des cérébraux à Libération. Alors, Taubira, l'échappée, avec un dessin très sympathique, mais enfin un peu... On s'attendait à mieux de la part de Libération. Je suis un petit peu déçu, mais je ne suis pas tellement... Alors, le dessin vous plaît pas, ou c'est le titre ? Le dessin n'est pas terrible. Je vais vous parler de photos dans un instant, mais Le Monde, alors très, très Le Monde, hein, très au-dessus de la mêlée, Taubira claque la porte, c'est un titre qui ne mange pas de pain, comme on peut dire. Marronnier, oui. Mais je vous parlerai maintenant du Parisien. Alors c'est le Parisien qui est dans l'émotion pure. On ne s'attendait pas forcément à ça du Parisien. Au revoir la gauche. Ah, j'étais étonné quand j'ai vu ça ce matin. Le plus beau des titres de toute la presse de ce matin, parce que tout est dit. Au revoir la gauche. On la voit partir en vélo en plus. Et je vous parlais maintenant des photos. Alors vous me direz, on ne parle pas de photos à la radio. Bah si, parce qu'on vous donne envie d'acheter le journal. C'est ça la revue de presse. La photographie qui paraît en une du Figaro est une petite merveille. C'est un peu entre Rembrandt et Delacroix. Vous voyez, la liberté guidant le monde. On voit Hollande discutant avec Manuel Valls. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air de se comprendre puisqu'ils parlent en même temps. Avec l'index levé, ça fait très autoritaire. Et puis, on voit Taubira en premier plan qui les regarde avec un petit sourire en coin. C'est pas mal. C'est une très, très belle photo. Mais la plus belle, c'est celle du Parisien, bien sûr, parce qu'on voit... Christiane Taubira à vélo en train de quitter le ministère de la Justice avec son garde du corps derrière. Alors il faut détailler cette photo parce qu'elle est super intéressante. Vous savez, la photo, ça parle plus qu'un article. On voit Christiane Taubira, on voit qu'elle a un vélo cadre jaune mixte, vous savez, le cadre homme-femme. C'est un vélo tout à fait banal avec un panier à provisions. C'est le genre de vélo qu'on achète en promotion chez Decathlon, publicité gratuite à 150 €. Donc c'est pas un vélo de compétition, alors que celle qui est sur le vélo est visiblement une compétitive, une battante, une guerrière, on pourrait dire. Alors ce vélo pose visiblement des tas de problèmes de protocole, parce que si vous regardez le vélo du garde du corps derrière, il n'a pas le droit au vélo de compétition parce que la ministre apparaîtrait ridicule. Donc on lui a fourni un pauvre vélo tout à fait ordinaire, il n'y a pas de garde-boue, il est assez bas, alors que lui est plutôt grand, mais il faut qu'il soit plus bas que le vélo de Christiane Taubira. Je veux dire, cette photo, on pourra en parler pendant des heures, mais je ne veux pas vous fatiguer avec ça, parce que c'est quand même... C'est vrai que c'est assez parlant. C'est quand même intéressant, c'est très parlant. Et, alors on voit aussi la scénarisation, parce que Christiane Taubira, elle est quand même une actrice, hein, elle est tout le temps en action, mais en démonstration, et son sourire sous son casque, parce que madame porte un casque, alors que son garde du corps n'en a pas, hein, c'est un petit privilège de montrer qu'on est quelqu'un de banal alors qu'on ne l'est pas. On pourra parler là aussi dans les écoles de journalisme de cette photo pendant longtemps. Alors bon, je vais vous épargner tout ce que dit la presse sur ce départ. Quand même, on voit bien que la question essentielle, c'est la question de la déchéance de nationalité, et que... Eh bien, malgré la photographie où ils ont l'air un peu arrogants sur le Figaro, Manuel Valls et François Hollande se sont pris le pied dans le tapis et ils ne savent pas très bien comment se sortir de cette histoire. Moi, je dirais que la morale de tout ça, c'est un peu notre confrère l'éco-régional qui la donne. Il titre « Police municipale, le choix des armes ». Je dirais que c'est un peu l'oraison funèbre d'une gauche idéaliste attachée aux libertés qui s'en va avec Christiane Taubira, qui s'en va avec son petit vélo en promotion. Alors que, comment est-ce que chacun va analyser les choses ? Eh bien, est-ce que cette histoire des policiers municipaux qui vont être armés, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un vrai besoin ? On voit que en ce moment, tout le monde arme ses policiers municipaux. Alors, selon que vous serez de droite ou de gauche, que vous aimerez ou pas Taubira, je pense que votre réponse ne sera pas la même et je vous laisse juge.
Mais je vais finir par une information qui fait du buzz sur Internet et je vais vous en parler parce que c'est un scoop réalisé par un certain Sacha Elbaz sur IDFM Radio Anguin. Hier, vous avez interviewé un chauffeur Uber qui donne raison aux taxis en colère. Personne n'avait jamais fait ça, visiblement, au moins en France, peut-être dans le monde entier, parce que, visiblement, les taxis parisiens ont dit que c'est des râleurs, ils ont des voitures sales, ils sont infects avec les clients et tout. Ben non, il y a un chauffeur Uber qui dit ils ont raison, je les envie, c'est beaucoup plus agréable d'être chauffeur de taxi que conducteur pour Uber, parce qu'on crève la faim, quoi, finalement. Il faut travailler comme un dingue pour y arriver. On n'avait jamais entendu ça, alors bravo à Sacha. C'est dommage que... C'est bravo à lui. Christiane Taubira vous a volé la vedette, parce que sinon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parlerait de ces chauffeurs Uber qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on raconte sur eux. Oui, non, c'est vrai qu'il était complètement dans l'originalité, Joseph, hier, à notre micro. C'est vrai que c'est rare d'entendre des VTC défendre des taxis. En même temps, il essayait à la fois d'être neutre. Il disait que les VTC offraient un service supplémentaire par rapport Uber, mais que c'est vrai que les taxis aussi avaient une licence très chère, des charges très, très élevées, donc qui comprenaient les taxis, et voilà, il essayait de se placer au-dessus de la mêlée. Donc un témoignage de Joseph assez original, d'ailleurs, qu'on remercie s'il nous écoute. Bravo Sacha, vous avez amené un scoop à Radio Anguin et vous êtes ici en stage, il faut le savoir, vous êtes un étudiant en journalisme et vous êtes très très brillant comme chacun peut le comprendre, et encore plus devant ce scoop de l'histoire du chauffeur d'Uber qui est aujourd'hui la vedette des taxis, il faut le faire. Merci beaucoup pour ce gentil mot, Jean-François. Merci aussi pour cette revue de presse. Rappelons juste que Christiane Taubira a été remplacé par Jean-Jacques Urvoas, qui est un pro Valls. Voilà, donc François Hollande a affirmé donc sa cohérence et ne souhaite plus que des ministres parlent. Voilà, et là Christiane Taubira a respecté le célèbre dicton que vous connaissez, un ministre, ça ferme sa bouche ou ça démissionne. Voilà, donc elle a démissionné. On continue tout de suite avec l'actualité locale, bien sûr, avec Jean-François. Toujours, les réalisateurs de cinéma aiment toujours Paris. Alors effectivement, même si c'est Christiane Taubira qui est la plus grande actrice de cinéma d'hier, la mission cinéma de la ville de Paris vient de dresser un bilan des tournages pour l'année 2015. Et ce bilan est plutôt positif. Écoutez bien, 885 tournages ont eu lieu au sein de la capitale, qu'il s'agisse de longs métrages ou de films d'école. Un chiffre un peu en recul, puisqu'en 2014, il y avait eu 930 tournages dans Paris et 990 en 2012, mais c'est quand même pas mal. Il y a une augmentation du nombre de longs métrages produits dans la capitale, ce qui est le plus important. Le cinéma a aussi impacté le tourisme de façon positive, puisqu'une vingtaine de longs métrages émanaient de productions étrangères, et bien sûr, ces longs métrages font venir les touristes. Enfin, la production audiovisuelle emploie près de 120 000 personnes en Île-de-France, ce qui est considérable. Antoine, on va faire un point sur le super hôpital du Nord parisien qui finalement sera bien construit à Saint-Ouen. Le futur super hôpital de Saint-Ouen, un établissement géant qui fusionnera et remplacera à l'horizon 2025 les hôpitaux vieillissants Bichat dans le 18e et Beaujon à Clichy dans les Hauts-de-Seine, sera bien construit en Seine-Saint-Denis sur une parcelle sud du nouvel écoquartier des Docks, a assuré le maire de la ville, William Delannoy, un maire UDI. La décision n'est pas encore tout à fait actée, mais l'adjoint à la santé de la mairie de Paris, Bernard Jomier, évoque la fin de l'attente pour un dossier en principe toujours au cœur des discussions entre la mairie de Saint-Ouen et l'assistance publique Hôpitaux de Paris. L'alternative de Clichy, qui espérait pourtant accueillir le grand hôpital universitaire de demain, est donc annulée. Alors quel avenir pour l'hôpital Bichat ? Quant à Bichat, où l'AP-HP s'est déjà engagé à garder, voire renforcer une activité de médecine de proximité, Bernard Jomier confirme qu'une offre de soins sera maintenue. Bichat pourrait même devenir une sorte d'antenne pédiatrique ambulatoire pour soulager l'hôpital Robert Debré, qui est situé dans le 19e, et c'est un hôpital qui est saturé. Merci Antoine. Quel temps va-t-il faire près de chez vous cet après-midi ? On se fait un petit point météo. IDFM météo. La perturbation matinale se dissipe lentement vers l'est de la région pour laisser place aux éclaircies. Le soleil va faire son apparition en cours de journée sur la région Île-de-France. Une amélioration qui va se poursuivre en soirée et qui sera accompagnée de températures assez clémentes pour une fin janvier. Il fera 9 degrés à Beauvais, Montmorency, 10 degrés dans la capitale et à Melun. Demain, le temps sera très agréable avec du soleil bien présent dans le ciel francilien. Côté température, la matinée sera fraîche avec 3 degrés de moyenne dans l'après-midi qui sera
plus chaude au fil des heures avec 11 degrés de moyenne à 16h demain. 28 janvier aujourd'hui, nous fêtons les Thomas. Bonne fête à nos auditeurs qui portent ce prénom. On va se retrouver dans 2 minutes sur IDFM Radio Anguin avec la directrice des relations publiques d'Épinay-sur-Seine, Agnès Thienot, pour parler d'une exposition exceptionnelle de verrerie Schneider qui aura lieu tout au long du mois de février à l'espace culturel. C'est un nouvel équipement de la ville. On se retrouve donc dans 2 minutes sur IDFM. À tout de suite. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM. De retour sur IDFM Radio Anguin, merci d'être avec nous. Du 1er au 26 février prochain, la ville d'Épinay-sur-Seine accueille au sein de son nouvel équipement, nommé Espace Culturel, qui remplace l'ancienne salle des fêtes, une exposition sur les verreries Schneider. Les frères Schneider, pour la petite histoire, rachètent donc en 1913 une petite verrerie à Épinay et font partie de la Pléiade qui comprend des artistes exceptionnels en art nouveau, tels que Gallet, Lalique ou encore Dôme. Pour en parler, je reçois aujourd'hui sur IDFM la directrice des relations publiques d'Épinay-sur-Seine et une consoeur de radio, Agnès Thienot. Bonjour Agnès. Bonjour Sacha. Quelle verrerie les Spinaciens pourront-ils découvrir lors de l'exposition ? Alors, je vais y répondre juste dans quelques secondes. Je voudrais juste dire quelque chose parce que vous parliez effectivement du nom qui a changé et ça c'est important. On oublie la terminologie de la salle des fêtes, on passe effectivement à un espace culturel et c'est la raison pour laquelle le maire d'Épinay-sur-Seine, Hervé Chevreau, a choisi que l'on démarre cette inauguration. En fait, l'inauguration officielle devait avoir lieu malheureusement le lendemain des attentats, donc nous avons supprimé cette inauguration et nous avons réfléchi à positionner en termes de marketing, on va dire, ce nouveau lieu. Et c'est la raison pour laquelle donc le maire a souhaité que l'on mette en avant le patrimoine de la ville. Il y a trois choses, on va dire, ou 3 points importants en termes de patrimoine sur la ville d'Épinay. Il y a bien entendu le cinéma, ça tout le monde le sait, les studios éclairs, la ville du cinéma. Il y a ces fameuses verreries Schneider que l'on évoque aujourd'hui. Et puis il y a quelque chose qui est un petit peu plus anecdotique. Et comme j'ai entendu que le président de votre radio aime bien une pointe de rire, eh bien il y a Mocarex, pour ne pas citer de nom. Et il y avait le café, effectivement, qui était présent sur la ville d'Épinay. Alors, les verreries Schneider sont un peu moins connues. Elles sont connues effectivement des Spinaciens, mais elles sont un petit peu moins connues sur la France parce que elles ont fait une très très longue carrière à l'étranger, outre-Atlantique, principalement aux États-Unis, et ça va même jusqu'en Australie, parce qu'effectivement les autres verreries que vous avez citées, comme Dôme, comme Lalique ou comme Gallet, ont pris un peu le devant de la scène. Il n'en reste pas moins qu'elles ont vraiment leur place, même encore à l'heure actuelle. Et tout à l'heure, vous évoquiez Saint-Ouen. Les puces des Saint-Ouen sont effectivement aussi férues. Et il y a de nombreux marchands qui sont à la recherche effectivement de pièces Schneider qui sont un petit peu de par le monde. Alors on aura la chance d'en voir à peu près une 60aine. Bon, ce qui est dangereux quand on invite une consoeur de radio, c'est J'ai du mal à m'arrêter. C'est que vous répondez à des questions que je n'ai pas posées. Bon, pour l'espace culturel d'Épinay-sur-Seine, c'est un nouvel équipement, oui. Voilà, qui va donc accueillir le vernissage de cette exposition. Est-ce qu'il y aura d'autres expositions qui sont prévues dans cette Alors espace effectivement, culturel ? il y a d'autres expositions. C'est un lieu, anciennement, c'était la salle des fêtes. Les salles des fêtes, maintenant, même dans, on va dire, la France la plus profonde, n'existent plus. Et espace culturel, on sent que le maire souhaite donner véritablement une connotation qui soit autour de la culture. Donc là, c'est le démarrage avec les verreries Schneider, mais on va accueillir le salon des métiers de la mode. Donc pour ceux qui sont intéressés, avec une association qui va proposer justement à toutes les personnes intéressées par ce métier de pouvoir venir se renseigner sur toutes les possibilités. D'autres expositions effectivement sont prévues alors autour de thèmes divers et variés, puisque nous travaillons beaucoup sur la ville autour des commémorations pour en faire effectivement des plans ou des stratégies, on va dire, pédagogiques, comme la déportation, comme l'abolition de l'esclavage. Donc ces lieux pourront accueillir à la fois exposition et cinéma, projection. Alors revenons aux frères Schneider, ils ont connu, vous l'avez dit, un énorme succès dans la première partie du XXe siècle. Que reste-t-il aujourd'hui de leur héritage ? Alors, il en reste bien sûr, puisque d'abord on a un charmant collectionneur qui nous prête à peu près une 60aine de pièces. Gérard Bertrand. Je dirais, oui.
Monsieur Bertrand, qui est effectivement à l'initiative et le commissaire de l'exposition. Il en reste, on va dire, sur un plan purement commercial, il en reste des choses. Malheureusement, sur un plan de positionnement, à part auprès des férus du travail du verre, c'est vrai que si vous faites un micro-trottoir et que vous allez dans la rue, on va vous dire Verre et Schneider, on connaît pas. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que les professionnels de la verrerie regrettent le fait que ce soit les autres marques, on va dire, qui aient pris le devant de la scène. Ce qui les différenciait des autres grands noms comme Gallet, Lalique et Dôme, donc les grands noms de l'Art Nouveau, c'est qu'ils produisaient eux-mêmes, je crois, leurs pigments de couleur dans leur usine du quartier de la Briche. Est-ce que cette usine, elle existe encore à Épinay ? Non, elle n'existe plus. Alors en fait, ils ont fait des allers-retours. Ils ont été dans le quartier de la Briche. Ils ont été sur la route de Saint-Leu. Avenue Jean Jaurès aussi. Avenue Jean Jaurès. Alors avenue Jean Jaurès, bien sûr, il reste plus rien de ces 3 lieux-là. Il n'y a aucune possibilité de visiter les locaux. Il y aura des photos, effectivement, de ces verreries qui seront accrochées le jour de l'exposition. Mais il reste un terrain. On a la chance d'avoir une descendante des Schneider, alors qui s'appelle plus Madame Schneider parce qu'elle s'est mariée, qui habite effectivement sur le terrain avenue Jean Jaurès, qui est pas très loin du conservatoire. Elle sera présente au vernissage ? Oui, ils seront présents au vernissage. Oui, tout à fait. Alors soulignons que l'usine comptait plus de 500 salariés, alors que la ville ne comptait que 11 500 habitants, 1/5 de la population à peu près d'aujourd'hui. Ça faisait beaucoup quand même à l'époque pour Épinay. Oui, c'était vraiment... alors pour Épinay, effectivement, c'était sur un plan économique, c'était une locomotive. Et puis, malheureusement, il y a eu la guerre, il y a eu la crise économique, mais ils ont su, jusqu'aux années 50... ils ont réussi à poursuivre cette commercialisation et à poursuivre surtout cette production qui avait, encore une fois, sur un plan esthétique, une différence avec les autres marques et sur un plan économique également, parce que, alors, moi, je vais pas rentrer dans la technique, mais ils utilisaient des matériaux qui coûtaient très peu cher. Oui, ils avaient des coûts de production qui étaient largement en deçà des autres. Exactement. Et puis surtout, ils avaient une très grande différence, c'est la couleur. Donc, j'invite les auditeurs de Radio Anguin à venir, parce que c'est difficile par radio de décrire les pièces, mais c'est très entre l'art nouveau et l'art déco, si on voit ce que ça donne, et c'est très vraiment dans des coloris assez flamboyants. Mais ce qui est incroyable chez eux, chez les frères Schneider, c'est qu'ils étaient complémentaires. Alors, ils étaient 2, il y avait Charles qui créait, qui innovait, qui faisait ses verreries, et il y avait Ernest qui était lui au marketing, il s'occupait de diffuser les œuvres à l'étranger. Ça, c'est incroyable. Oui, je crois que c'est un bon binôme, et c'est pour ça que ça a fonctionné, justement, parce qu'il y avait à la fois le créatif et puis le marketing de l'époque, on va dire. Pourquoi proposer ce type d'exposition à Épinay ? Alors je sais qu'il y a des classes d'école qui vont venir la visiter. Est-ce que vous pensez que ça va intéresser les spinaciens ? Écoutez, on l'espère. Quand on crée quelque chose et quand on met en place quelque chose, on espère que le public va venir. Donc, je vous remercie de m'inviter pour pouvoir en parler et de faire en sorte que l'on rayonne au-delà, effectivement, de la ville d'Épinay et des spinaciens. Je pense que oui, parce que déjà au niveau des scolaires, vous le disiez, puisque le travail que l'on mène à chaque fois, autant que faire se peut, si la thématique va avec les scolaires, eh bien, on essaye d'en faire un projet pédagogique. Là, on a déjà presque une vingtaine de classes qui ont répondu présent. Alors, ils pourront à la fois voir l'exposition et on a la chance d'avoir un maître verrier qui est sur la ville d'Épinay. Et qui fera la visite. Et qui fera la visite avec l'archiviste de la ville, mais surtout qui montrera comment on peut faire le travail du verre. Alors, pas en soulevant le verre, mais au moins de voir comment on peut le graver. Donc j'ose espérer qu'une fois que ces charmants enfants seront venus, eh bien ils diront à leurs parents, venez, papa, maman, venez, puisque c'est ouvert maintenant jusqu'au 26 février, donc on a le temps sur un mois et qu'il y aura aussi les vacances, première semaine des vacances scolaires. Donc oui, j'espère. Et puis c'est aussi surtout une façon de montrer que le 93 ou trivialement le 9-3 a aussi des ressources culturelles, artistiques qui sont importantes. Agnès Siano, je rappelle que vous êtes donc la directrice des relations publiques de la ville d'Épinay-sur-Seine. Quels sont les grands événements, les grands rendez-vous à venir sur la ville d'Épinay ? Alors, Schneider, bien entendu, une programmation culturelle, donc je vais pas tout citer, mais une programmation culturelle
qui est fait par bien sûr le service de la culture avec lequel on travaille très souvent en relation, Arnaud Ducret, qui est le 11 février à l'Espace Lumière. Voilà, et puis Fête de la musique, voilà, qui est organisée par mon service. Ne me demandez pas qui vient. J'allais vous demander. Vous avez des pistes? J'ai des pistes, voilà. Est-ce que c'est confirmé juste? On connaît l'artiste qui sera présent à la Fête de la musique? Non, je vais être sincère, on ne connaît pas encore, on a quelques pistes, mais... L'année dernière, je rappelle que vous avez eu Yannick Noah. On a eu Yannick Noah. En fait, la volonté d'Hervé Chevreau, le maire d'Épinay, c'est de pouvoir offrir une vedette. Donc c'est pas la fête de la musique à l'instar de ce que Jacques Lang souhaitait, c'est-à-dire il y a toujours eu des grandes vedettes populaires. Mais on a toujours eu des grandes vedettes. On a eu malheureusement le regretté Michel Delpech. On a eu dans tous les registres. On a eu Amel Bent. On a eu Section d'Assaut. On a eu Michel Fugain. Voilà. Donc je ne sais pas encore, mais il y aura quelqu'un de bien. Vous n'allez pas nous en dire plus. Mais non, c'est la surprise. Bon, merci Agnès Siano. Je rappelle Merci. donc que le vernissage de cette exposition aura lieu le samedi 6 février 2016 à 18h30, donc à l'espace culturel d'Épinay-sur-Seine, et que cette exposition aura lieu du 1er au 26 février prochain. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ce journal est désormais terminé, mais avant, je souhaite saluer donc bien sûr tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce journal. Je pense à Coralie Ovzaruk, je pense à Eugénie Dupaquier, je pense à Arthur Dupont, je pense à Jean-François Dupaquier, mais je pense aussi à Antoine qui a géré la matinale presque aussi bien que Christophe Caron. Qu'est-ce que ça fait de se lever tôt, Antoine, juste avant de terminer? C'est parfois difficile, des petits problèmes de réveil parfois, mais ça va, on tient quand même. Ça va, vous avez bien aimé présenter la matinale d'IDFM? C'était un plaisir. Bon, bah, je crois un grand merci à Jean-François. Je crois qu'au nom de toute la rédaction d'IDFM, on vous dit bravo et bon vent. Dominique, un fidèle auditeur, vous souhaite aussi d'ailleurs un bon vent. Donc merci, merci à toi Antoine, puisqu'on se tutoie. Merci à vous, mes collègues, d'avoir accepté de faire ce journal avec moi et de le faire tous les jours aussi bien. Nous sommes vendredi, donc je vous souhaite un bon week-end. Merci à Alex d'avoir été la technique. On se retrouve... Oh non, excusez-moi, mais non, on n'est pas vendredi, on est jeudi. Vous voyez comme quoi, moi je me lève pas tôt, mais des fois aussi on peut faire les horaires. Donc on se retrouve bien demain vendredi en direct à 12h10. Merci Antoine et merci à tous. À demain.